Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans le Libre Journal des idées politiques de Max Lebrun. Vous savez qu'en politique, mais pas seulement d'ailleurs, l'action doit être précédée par une réflexion solide et la réflexion doit être suivie d'action. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre de plusieurs acteurs qui accompagnent leurs analyses, leurs constats, de propositions et d'actions pour que leurs travaux se diffusent dans l'opinion publique, soient repris dans les médias ou mieux encore, soient mis en œuvre par les décideurs politiques. Je vous propose une émission en 3 parties avec tout d'abord l'économiste et financier Charles Gave. Nous tenterons d'en savoir plus sur les activités de l'Institut des Libertés, un laboratoire d'idées en pleine expansion, mais aussi sur ses dernières propositions pour sortir notre pays de l'ornière. Ensuite, avec François Billot de Lochner, le dirigeant de la Fondation de services politiques et de France Audace, auteur de Échapper à la mort de la France, les mesures de la dernière chance, nous découvrirons sa stratégie politique et programmatique pour peser sur la présidentielle de 2017 et aussi sur l'après-présidentielle pour éviter la victoire du couple trahison-déception qui semble systématiquement l'emporter, quelle que soit l'issue électorale. Et puis en fin d'émission, nous recevrons 2 jeunes gens passés par l'Institut de formation politique. Nous attarderons avec eux sur la question du chômage et de l'emploi en France. Tout d'abord, étudiant à l'ESSEC, collaborateur parlementaire, Christophe Cholet nous présentera son travail de synthèse sur l'état du chômage et de l'emploi en France. Quant à Nathalie Droal, chercheure à l'IRDEM, l'Institut de recherche sur la démographie des entreprises, elle nous donnera les mesures presque jamais explorées en France et pourtant couronnées de succès chez nos voisins pour relancer la création d'emplois. Je vous rappelle, au cours de cette émission, vous pouvez réagir, poser vos questions, envoyer vos commentaires à la radio en nous appelant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85. Et bien sûr, nous ferons un plaisir de lire vos questions à nos différents invités. Alors, je vous propose de commencer sans plus attendre par notre premier sujet, notre premier invité, qui est Charles Gave. Charles Gave, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc économiste et financier. Absolument. Et vous avez cette particularité qui est celle selon laquelle vous avez quitté la France dans des conditions un peu particulières. Vous allez nous expliquer quand, pourquoi, pour mener à l'étranger une vie professionnelle bien accomplie et couronnée de succès. Et vous avez décidé de rentrer en France quand tant d'autres font le chemin inverse, déterminé, il semble, que vous êtes à vouloir aider votre pays à un moment crucial de son existence. C'est bien cela, Charles Gave ? Absolument. Alors, pourquoi vous étiez parti de France ? Pour une raison assez simple. Je suis parti en 81. J'avais beaucoup d'amis dans le Parti socialiste à l'époque. Et il y a eu un dîner où j'ai dit, moi, vous savez, si les communistes sont au gouvernement, je m'en vais. Pour une raison assez simple, si vous voulez, c'est que les communistes ont été responsables d'à peu près 100 millions de morts. Le Parti communiste français n'a jamais condamné qui que ce soit pour les responsabilités des communistes dans ces affaires. Et j'avais dit, il est hors de question que j'accepte qu'un dans mon pays, des complices d'assassinat soient au gouvernement. Tout le monde avait bien ri. Et quand Mitterrand, qui avait eu la majorité socialiste, qui n'avait pas besoin de mettre les communistes au pouvoir, a décidé de mettre les communistes au pouvoir quand même, en septembre, j'étais à Londres. Alors, vous restez à Londres, et puis vous développez une activité professionnelle ? Oui, tout à fait. J'étais dans tout ce qui était la recherche économique et financière, et puis ça s'est très bien développé. À partir de 87-88, il y a toute une série de mes clients américains qui m'ont dit, à la place de nous casser les pieds avec tes conseils, gère l'argent toi-même, puisque j'étais dans la finance. Donc j'ai créé une société de gestion qui s'appelait Cursitor. C'était la rue dans laquelle on était à Londres. Et à partir de ce moment-là, les clients sont arrivés. Et quand je l'ai vendu en 94 à un grand groupe américain, j'avais 10 milliards de dollars en gestion et j'étais ce qu'on appelle le Chief Investment Officer, c'est-à-dire le responsable de la prise de décision pour les portefeuilles. Une activité donc de recherche et de conseil, oui, et une activité de gestion. De financement. Quelle est l'activité principale ? La seule chose qui m'amuse vraiment, c'est la recherche. La gestion, c'est très bien. C'est une façon de montrer qu'on n'est pas simplement un théoricien. Vous savez, c'est très joli de recommander des choses, mais si ça se casse la gueule derrière, il faut quand même que vous preniez des décisions. Donc la gestion, c'est une façon de vérifier que la recherche est de qualité, en quelque sorte. Il y a tellement d'économistes français qui passent leur temps à donner des conseils, et quand ça marche pas, à en donner d'autres, et quand ça marche pas, à en donner d'autres encore,
que c'est pas quelque chose que vous pouvez faire quand vous vous occupez de choses dans la réalité. Je crois que pour appuyer ces recherches en finance, donc rappelons-le, vous êtes doté d'outils très puissants. Très puissant. Et vous avez des milliers d'abonnés, de gens qui vous suivent à travers le monde. Aujourd'hui, après avoir vendu ma société, j'ai pris ma retraite, comme on dit, ça a duré à peu près 15 jours, et puis mon fils est venu me voir et m'a dit « mais tu es beaucoup trop jeune pour arrêter de travailler », donc on a monté une société tous les deux ensemble, qui s'appelle GAFCAL Research, qui est aujourd'hui à Hong Kong, et on a à peu près 850 institutionnels dans le monde client. Institutionnels, c'est des gens qui gèrent de l'argent pour le compte de tiers. Et dans 65 pays, on est lu à peu près par 12 000 personnes par jour. Tous les grands gérants du monde entier, quoi. Est-ce que vous aviez, pour vous distinguer des concurrents, il y en a d'autres qui font de l'analyse et de la recherche, est-ce que vous avez une méthode de travail, des outils particuliers qui vous ont permis, comme ça, de prendre une telle ampleur ? Où il y a juste un bon sens du nez qui vous fait prendre les bonnes orientations. Je suis tout à fait ce qu'on appelle en anglais rule-driven, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses, de règles qui fonctionnent sur le long terme et vous les répertoriez et quand vous voyez qu'on commence à casser ces règles, eh bien vous dites c'est peut-être pas la peine d'y aller. Un point très important, c'est que la gestion, c'est pas tellement de trouver les gagnants, c'est d'éviter toutes les gamelles. C'est-à-dire que si vous perdez 50%, après ça, il faut doubler pour que vous puissiez retrouver votre cours. Donc, la quasi-totalité de la recherche que j'ai faite, ça a toujours été quels sont les endroits vulnérables où il ne faut pas être. Alors, de temps en temps, je rate une hausse, mais l'idée, c'est de ne pas attraper de baisse. Et si vous attrapez pas de baisse pendant 3, 4, 5, 6 ans, 10 ans de suite, eh ben, vous vous trouvez dans les tout meilleurs. Alors, j'ai eu la chance donc d'assister à une de vos réunions. Vous faites des présentations parfois à Paris. Et ce qui m'a frappé, et je crois que c'est aussi une des spécificités de votre activité professionnelle, c'est que vous présentez les positions divergentes au sein même de votre entreprise, à tous ces investisseurs. Ce qui peut être surprenant, puisqu'en général, l'entreprise va utiliser le même paradigme, va l'appliquer, et tout le monde est au garde à vous sur cette ligne, pour que les recommandations paraissent peut-être soit plus crédibles, ou en tout cas moins surprenantes. Et là, effectivement, on assiste à une réunion où vous semblez vous étriper entre associés ou collaborateurs. Bien sûr. Quel est l'état d'esprit ? C'est assez simple, si vous voulez. Je suis un vieux disciple d'Aristote. Nul ne peut atteindre la vérité, mais on peut s'en rapprocher par la discussion. Donc, le danger dans la finance, c'est que l'homme dominant décide pour les autres. Et puis, s'il se trompe, ben, c'est la catastrophe. Donc, l'idée, c'est d'avoir à l'intérieur de la même entreprise autant de discussions qu'il est possible d'en avoir et d'essayer de trouver des placements qui, dans le fond, satisferont tout le monde. C'est-à-dire, vous pouvez trouver une espèce de dénominateur commun où je peux avoir raison, mon opposant peut avoir raison, et trouver un placement qui nous satisfait tous les deux, bah c'est l'essentiel du boulot, quoi. Alors donc, vous êtes parti de France en 1980 avec l'arrivée des communistes au pouvoir. Vous avez mis vos actes en accord avec ce que vous aviez annoncé, à la différence de certains artistes, chanteurs, sportifs qui régulièrement, chaque élection, nous annoncent leur départ et puis, de façon assez surprenante, ils se maintiennent, ils restent là. Il y en a tout un tas qui partent et qui demandent des augmentations d'impôts sur ceux qui restent. Voilà. Mais eux, ils sont en Suisse. C'est vrai, il y a aussi cela. Il y en a un paquet de cela. Hein. Donc vous partez à l'étranger, vous réussissez brillamment et puis vous décidez maintenant de revenir au moment où beaucoup plus semble partir. Pourquoi vous revenez maintenant et avec quelles intentions en tête, Charles Gave ? D'abord, je reviens parce que l'entreprise que j'ai créée, donc avec mon fils, maintenant nous sommes 70, il y a toute une série de gens qui ont énormément de talent à l'intérieur et tout. Et selon la formule de l'évangile de Saint Jean, il faut à un moment ou à un autre que je diminue pour que les autres grandissent. Donc il est bon que je permette aux autres de ne pas être trop pesants. Donc, si vous voulez, ça me paraît essentiel. En Asie où je vis, la décision, c'est l'affaire des gens jeunes. Le conseil, c'est l'affaire des gens qui sont un peu moins jeunes. Donc, je me suis dit que, dans le fond, je sers de mémoire vivante à tous mes associés, et puis c'est très bien comme ça. Alors, pourquoi je décide de rentrer en France ? Parce que je crois que nous arrivons à la fin d'une période qui a été celle, dans le fond, des gens de mai 68 qui ont eu le pouvoir. C'est-à-dire la génération la plus bête de l'histoire de France.
Et ils ont amené la France dans un état de déliquescence inimaginable. Et d'après les études que je fais, il y en a encore peut-être pour 2 ou 3 ans. Et donc les choses vont bouger probablement assez profondément dans les 2 ou 3 ans. Et avant, ça ne servait à rien de revenir puisqu'on n'était pas entendu. Mais à partir du moment où ces cadres qui ont été mis en place, qui sont tous faux, vont claquer, on pourra essayer de faire entendre sa parole, puis c'est tout. Alors on va revenir sur ces 2-3 ans d'après vos études. On va voir comment vous justifiez cette position. Donc vous revenez et vous créez notamment l'Institut des Libertés, qui est un laboratoire d'idées avec un certain nombre d'objectifs. Quel objectif vous êtes fixé et quel est son fonctionnement chacun ? Si vous voulez, l'idée que j'ai, c'est que dans le fond, le drame de la France, c'est l'éducation nationale. Et l'éducation nationale a complètement colonisé un petit peu tout ce qui était enseignement d'une économie contradictoire. Et maintenant, nous avons une espèce de pensée unique en France dans le domaine de l'économie, qui est un compromis entre le marxisme et le keynésianisme. Vous savez, le keynésianisme, c'est au marxisme ce que le Coca Light est au Coca, quoi. Ça justifie l'intervention de l'État. Et donc, je me suis dit, la génération des 50 ans ou 60 ans, ça sert à rien, 40 ans, ça sert à rien, 30 ans, ça sert pas à grand-chose. Il faut essayer de toucher les gens qui ont 20 ans pour essayer de leur faire comprendre. Donc, le but de l'Institut des Libertés, c'est d'enseigner une économie alternative qui n'est pas une économie révolutionnaire, qui existe depuis toujours, mais qui a été complètement occultée en France. J'ai posé un jour la question à Milton Friedman, qui était un vieil ami, qui est le diable pour ces gens-là, pour les autres, alors que c'était un type remarquable. Et je lui ai demandé, mais comment se fait-il qu'en France, nous avons eu la moitié des grands penseurs libéraux, ça commence, si vous voulez, avec Montaigne, et puis ensuite Montesquieu, et puis ensuite Bastiat, Tocqueville, Raymond Aron, il y en a des dizaines. Et je lui ai demandé comment c'est dit que ça n'ait jamais été appliqué en France et qu'ils aient été tellement bons à décrire cette horreur qu'est l'économie non libre. Et il m'a dit, c'est parce que pour décrire l'enfer, il faut vivre dedans. Ce qui est une façon de décrire de fond la France et la mère de tous les totalitarismes. Alors, votre cible, c'est donc l'éducation, ou en tout cas votre activité principale, l'éducation. Je crois savoir que vous enseignez régulièrement à des dizaines d'auditeurs de l'Institut de formation politique, notamment, et donc préparez la formation de cadres pour notre pays, où vous assurez des cours de finance et d'économie. Et puis l'Institut des Libertés travaille sur Internet notamment, si j'ai bien compris, à diffuser ces idées. Comment vous procédez ? Quelles autres activités éventuellement vous avez ? Eh bien, au début, on a fait l'Institut de Liberté, ça a été quelque chose d'un peu virtuel sur le net. Et puis ensuite, au début de cette année, on a décidé de prendre des bureaux, on est 3 ou 4. Jean-Jacques Netter, ma propre fille, j'aime beaucoup travailler avec mes enfants, je dois dire, c'est quelque chose qui me rapproche des Chinois. Et donc, on a décidé de faire des activités un peu plus profondes. On essaye de se rapprocher de l'Institut de formation politique aussi. Et maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, ça a été des textes écrits. Et puis, j'ai été interviewé par un garçon qui m'aime bien, qui s'appelle Nicolas Dose, à BFM TV. Et on prend les passages où je parle à la télévision, on les met sur le site. Et très curieusement, si vous voulez, un bon article, quand j'écris un bon article, nous avons 4 000 lecteurs, 5 000 lecteurs. Nous sommes à peu près à 4 000 lecteurs par jour. Quand il y a une de ces BFM TV qui passe, ça sort à 40 000. Il y a 40 000 rediffusions et c'est repris par d'autres sites qui, eux aussi, sont dans les dizaines de milliers. Donc il semble que la génération actuelle soit de plus en plus intéressé par le côté visuel des choses et plus tellement par le côté écrit. Donc ce qu'on va peut-être essayer de faire, c'est faire des cours sur le net qui dureront 5-10 minutes, un quart d'heure. Qu'est-ce que c'est que la balance commerciale ? Qu'est-ce que c'est que l'inflation ? Qu'est-ce que c'est que la parité des pouvoirs d'achat ? Des choses comme ça, en 5 ou 10 minutes. Et les gens pourront y aller directement et apprendre ce que c'est sans même que je sois au courant, quoi. Est-ce que vous êtes fixé un objectif pour ces cours en ligne ? Est-ce qu'on peut déjà en découvrir certains ? En tout cas, les passages de BFM, ça on les retrouve sur votre site, les passages médias. On est en train de faire des essais. Ils ne sont pas encore disponibles, mais l'idée, ça va être peut-être qu'est-ce que c'est que la monnaie ? Comment elle fait la monnaie qui est un bien commun, comment elle ne doit appartenir ni à l'État ni au secteur privé. Vous
savez, la monnaie, c'est un petit peu comme un jardin public. C'est quelque chose que les gens doivent pouvoir utiliser, mais qui n'appartient à personne. Alors la monnaie précisément, arrêtons-nous un peu sur ce sujet parce que c'est, je crois, une des questions qui vous a rendu particulièrement connu en France, c'est la question de l'euro, et donc de la monnaie à la base. Vous avez été sur le sujet, on peut le dire, assez visionnaire. Vous avez d'ailleurs proposé un certain nombre de cartes pédagogiques pour retrouver à l'Institut des Libertés, dont une, c'est une carte sur la tragédie de l'euro. C'est une comparaison entre Jacques Attali, les propositions de Jacques Attali et les résultats, et les propositions de Charles Gave et les résultats. Et Jacques Attali, rappelons qu'il avait été conseiller, il était secrétaire général de l'Élysée, donc conseiller personnel de François Mitterrand, son premier conseiller, lors de la mise en place de l'euro. Jacques Attali nous déclare, je cite cette petite carte pédagogique très, très bien faite de l'Institut des Libertés, dont le site d'ailleurs, dans l'adresse du site, je ne l'ai pas donné, c'est institutdeslibertés.org. Institut des Libertés, tout attaché.org. Jacques Attali nous dit, à l'époque, juste avant le lancement de l'euro, il est évident qu'il y aura une très forte croissance, car nous aurons une monnaie unique. Et ensuite, vous donnez un certain nombre de chiffres qui montrent qu'on a pris plutôt le chemin opposé. Et vous déclariez « L'euro amènera trop de maisons en Espagne, trop d'usines en Allemagne et trop de fonctionnaires en France. » Chacun spécialisant dans ce qu'il fait le mieux. Production industrielle en Allemagne, plus 26%, moins 21% en Espagne, moins 11% en France. Construction de logements, moins 15% en Allemagne, plus 41% en Espagne. Et pour les emplois publics, plus 13% en Espagne et plus 14% en France. Donc c'est ce que vous aviez annoncé, plus de fonctionnaires en France, plus de logements en Espagne, et puis plus d'industrie en Allemagne. Alors vous allez plus loin, vous dites maintenant qu'il nous faut nous débarrasser de cet euro. L'euro, c'est ce que j'appelle un Frankenstein financier. Vous maintenez des taux de change fixes entre deux nations qui n'ont pas la même productivité. Laissez-moi vous donner un exemple. La France, pour 10 000 habitants, a 40% de fonctionnaires de plus que l'Allemagne. Les fonctionnaires sont des gens admirables, dévoués au bien public, qui travaillent comme des fous. On sait tous ça. Mais ils ne produisent rien pour l'exportation. Zéro. Ils importent. Donc, il est évident, si vous voulez, que le coût de l'État français est très supérieur au coût de l'État allemand. Et c'est le système productif français qui doit payer ce coût. Donc le coût, les entreprises françaises ne sont pas compétitives avec les entreprises allemandes parce que l'État français est trop cher, si j'ose dire. En n'étant pas compétitive, elles sautent. La seule façon dont on pouvait s'en sortir dans le temps, c'est que de temps en temps, les taux de change, qui ne sont qu'un prix, prenaient en compte cette différence et la France s'ajustait. Et donc, aujourd'hui, le fonctionnaire français est payé comme un fonctionnaire allemand, mais en réalité, il devrait être payé 40% de moins. Et ce décalage entraîne l'écroulement à un moment ou à un autre, notre industrie va disparaître. Il va falloir qu'on choisisse entre l'emploi et l'industrie, et de l'autre côté, le taux de change. Alors ce phénomène qui semble vraiment mécanique, simple, on lit vos travaux, vos études qu'on retrouve sur le site Institut des Libertés, comment expliquer que nos hommes politiques, nos fonctionnaires en place, disent non, vous inquiétez pas, la tendance va s'inverser. En gros, on continue, on se dirige vers le mur, mais non, ça peut changer, sans se séparer, sans mettre fin à l'euro. Comment vous l'expliquez ça ? Je crois qu'il y a plusieurs raisons, si vous voulez. La première, c'est que vous avez eu deux conceptions de l'Europe. La première conception de l'Europe, c'était celle de Robert Schuman, Adenauer, de Gasperi, inspirée par Pie XII, aussi curieux que ça paraisse, qui était de faire une Europe de la diversité et qu'on mette en point des mécanismes pour empêcher qu'on se mette sur la figure tous les 30 ans, ou tous les 40 ans, dans des guerres. Donc, on essayait de recréer l'Europe chrétienne de l'époque de Saint-Louis. Vous aviez à l'époque un certain nombre de choses qui commençaient, les États-nations en France et en Angleterre, vous aviez le Saint-Empire romain germanique qui était un machin incompréhensible, qui n'était ni saint, ni romain, ni germanique. Vous aviez le début des villes-États avec Florence, avec Venise, etc. Et chacun se faisait son développement dans son coin. Et puis quand vraiment les choses devenaient un petit peu trop sérieuses, on allait demander l'arbitrage du pape ou quelque chose comme ça. Enfin, il y avait des procédures d'arbitrage dans la chrétienté. Et puis vous avez la vieille notion que ce qu'il faut faire en Europe, c'est revenir à l'Empire romain, recréer un État centralisé qui donne des ordres, avec des légistes qui savent mieux que tout le monde, etc. Et
La deuxième conception, c'était celle de Jean Monnet. Jean Monnet, la conception a été reprise par tous les technocrates français. Vous pensez bien donner plus de pouvoir aux technocrates, ils étaient fous de bonheur. Tous les fonctionnaires. Et donc la classe politique française, qui est la même chose que la classe administrative française, parce que la classe politique est issue de la classe administrative, à ce moment-là, si vous voulez, elle a défendu l'Europe de Jean Monnet, elle a essayé de la créer toute pièce, parce qu'ils s'imaginaient dans leur candeur que c'est eux qui allaient être les fonctionnaires de l'Europe. Et donc, ils allaient avoir et qui pourraient ensuite faire des misères aux États-Unis, par exemple. Ils n'ont pas compris que le pouvoir économique domine le pouvoir politique et que si l'Allemagne devient le pays le plus puissant, ce sont les fonctionnaires allemands qui donneront les ordres. Quand les Grecs ont des problèmes, ils ne téléphonent pas à M. Hollande, ils téléphonent à Mme Merkel. Donc, si vous voulez, ils ont fait une analyse politique débile. Et donc, on est géré, encore une fois, par des incompétents. Alors, on sent chez un certain nombre d'experts, parfois même certains hommes politiques, cette tentation de se séparer de l'euro, de revoir nettement les améliorations. Est-ce que vous observez, vous faites ce même constat? Et est-ce qu'il y a des hommes politiques qui reprennent à peu près votre analyse ou qui suivent à peu près les pistes de recommandations que vous avez? Si vous voulez, le grand drame, c'est que un certain nombre commencent à aller dans cette direction, mais ils vont tout à fait avec d'abord pour les mauvaises raisons, et ensuite avec les mauvaises recommandations. C'est-à-dire, il faut qu'on se fasse sauter l'euro pour que la France reprenne le contrôle de la Banque de France et qu'on puisse émettre du papier librement. L'idée, c'est qu'on sorte de l'euro et qu'on rende son indépendance à la Banque de France et qu'il y ait des banques centrales concurrentes en Europe, la Banque d'Italie, la Banque d'Espagne, et puis si un pays est bien géré, sa monnaie monte, si un pays est mal géré, sa monnaie baisse. Mais eux, ils veulent reprendre le contrôle de la Banque de France pour faire ce qu'ils appellent une politique industrielle, c'est-à-dire l'État stratège qui va décider des choses dans lesquelles on doit investir. Et il y a de quoi se flinguer, parce que l'État stratège, on sait très bien que c'est la façon la plus rapide d'aller à la ruine. Si l'Union soviétique a fait faillite, c'est pas parce qu'ils étaient idiots, c'est parce que le fondement de leur système était idiot. Or, ils veulent reproduire l'Union soviétique. C'est effrayant. Est-ce que vous pouvez nous expliciter un petit peu plus cette idée de reprise en main de la Banque de France? Certains disent effectivement on sort de l'euro, on redevient souverain, et on a à nouveau en main une banque auprès de laquelle on peut plus librement emprunter, j'imagine arranger un peu ses taux d'intérêt. Mais c'est pas... Comment ça fonctionnerait, et est-ce que c'est encore une banque centrale dans cette... si vous voulez, le problème, c'est assez simple, c'est que ce qui crée la croissance dans une économie, c'est ce qu'un grand économiste, probablement le plus grand de tous les temps, qui s'appelait Schumpeter, a dit, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre de gens qui doivent être autorisés à faire faillite. Par exemple, regardez ce qui se passe, c'est horrible, mais regardez ce qui se passe avec Uber. Vous savez, l'histoire où vous pouvez appeler les taxis par votre téléphone. Eh bien, des voitures qui viennent, c'est la mort des taxis. Donc, si vous voulez, cette nouvelle façon d'utiliser l'informatique, c'est la mort d'un métier parfaitement honorable, etc. Tout le monde le sait. Donc, si vous empêchez la destruction créatrice, ce qui se passe, c'est que vous empêchez peut-être la destruction, mais vous empêchez la création. Et en empêchant la création, vous tuez toute la croissance. Or, jamais un homme politique ne sera capable de prendre une décision de destruction. Parce qu'il a dans sa circonscription 300 gars qui vont perdre leur boulot ou j'en sais rien et qui vont voter contre lui, donc il ne peut pas le faire. Et c'est une des grandes difficultés. Plus vous empêchez la destruction, plus quand la destruction arrive, elle devient massive et brutale. Si la destruction se passe par petits bouts, doucement, chaque fois les gens retrouvent leur boulot. Mais si vous empêchez, à ce moment-là, quand la digue casse, vous avez un désastre et ça devient complètement impossible. Ce que vous nous dites, c'est qu'on utilise la Banque de France pour financer des activités qui ne sont plus rentables. Et donc, c'est la fin du monde. Alors, que répondez-vous à ceux qui vous disent, d'accord, c'est un beau principe économique, mais à court terme, ça engendre une telle casse sociale, économique, cette destruction, qu'il faudrait ou l'accompagner ou la limiter, etc. Écoutez, il n'y a rien à dire, si ce n'est qu'aujourd'hui, nous avons le taux de chômage le plus élevé d'Europe, ou quasiment, et qu'ils ne réussissent pas à empêcher la destruction. Parce que personne ne peut empêcher la destruction, c'est la vie. Donc, si vous ne réussissez pas à empêcher la destruction et que vous empêchez la création, il n'y a pas de court terme ou il y a de long terme. Une politique qui est stupide à court terme ne peut pas avoir de bons résultats à long terme. Cette différence entre le court terme et le long terme, ça m'a toujours semblé une ânerie. C'est comme si on disait, si vous voulez, il ne faut pas punir l'enfant
qui a fait une grosse bêtise parce que ça peut lui bouleverser son truc à long terme. S'il a fait une grosse bêtise, il faut bien qu'il en ait une sanction, non, me semble-t-il. Parce que dans la vie, il aura une sanction. Je me tourne vers les auditeurs de Radio Courtoisie qui commencent à adresser leurs questions. Vous pouvez le faire en nous appelant au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net. courtoisie@radiocourtoisie.net. Je vous rappelle que c'est le libre journal des idées.fr, .fr. courtoisie@radiocourtoisie.fr. Je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que vous êtes à l'écoute du libre journal des idées politiques de Max Lebrun, et je reçois dans cette première partie Charles Gave, l'économiste et financier, fondateur de l'Institut des libertés. Alors, deux messages. Un auditeur nous dit « Merci d'avoir invité Charles Gave, je vous en prie, à mon modeste avis, une des intelligences françaises les plus remarquables. Et bien aimable. Je garde un souvenir ébloui de son libéral nommé Jésus. » Ouvrage que vous aviez fait paraître en quelle année ? C'était en 2004-2005, par là. Alors, j'imagine qu'il est épuisé, comme la plupart des ouvrages. Donc, bien sûr. Voilà. Certains, on peut les retrouver sur votre site. J'ai vu que on a l'intention de les mettre. C'est un de nos projets. On va mettre toute une série de grands auteurs libéraux. Je ne me mets pas dans cette catégorie, mais les gens pourront décharger librement. On leur dira ce qu'il faut lire, en quelque sorte. Et notamment, L'État est mort, vive l'État, qui est disponible dès maintenant sur le site. Parce qu'il est épuisé. Et un autre auditeur nous dit, alors, que l'euro soit un échec est une certitude, mais comment sort-on de cet euro et avec quelles conséquences ? Charles Gave. Écoutez, on a fait tout un dossier là-dessus à l'Institut des libertés. Je ne saurais trop conseiller à cet auditeur d'aller sur l'Institut des libertés et de regarder le dossier pour voir comment ça se passe dans le détail, les choses. Mais la réalité, c'est que l'euro est une espèce de lit de Procus. Vous savez, Procus, c'était ce brigand en Grèce qui arrêtait les gens, qui les mettait sur un lit. S'ils étaient trop longs, il leur coupait les pieds. S'ils étaient trop courts, il les étirait pour qu'ils fassent la taille du lit. Et donc ça, c'est l'euro. Hein. Ça martyrise tout le monde. Il faut en sortir en retournant en monnaie nationale. On va peut-être en avoir un exemple dans la Grèce bientôt. Et l'essentiel, quand vous sortez d'une monnaie nationale, d'une monnaie aussi fausse que l'euro, c'est que que la monnaie nationale retrouve son prix, celui qui correspond à la productivité du pays. Une fois qu'on est sorti, alors vous faites ça comment ? Vous avez deux façons de le faire. Ou on le fait en bonne intelligence entre tous les pays européens, on ferme les banques pendant 15 jours et on remet tout ça à plat. Chacun reprend sa monnaie, et puis ensuite on voit ce qui se passe. Ou bien ça se passe à l'intérieur d'une crise qui est bien pire. Moi je préférerais qu'on le fasse en bonne négociation, et qu'on dise, écoutez les gars, c'était une grosse bêtise, désolé, que les gars qui l'ont recommandé, comme M. Attali, prennent une retraite parfaitement méritée, puisqu'il n'a jamais fait ou dit que des bêtises, donc si vous voulez qu'on cesse de l'interviewer, par exemple. Et puis, comment faire maintenant ? Quelles en sont les conséquences ? La plupart des gens me disent, on ne peut pas sortir de l'euro parce que la dette resterait en euros. Ce qui n'est pas vrai, la dette française est dans la monnaie qui a été mise par l'État souverain français et qui a cours dans les limites de l'État souverain français. Ce qui veut dire que si on sort de l'euro, toute la dette française est ipso facto libellée en euros le lendemain matin. Libellée en francs français le lendemain matin. Donc nous nous retrouverions avec une dette en francs français. Et donc l'idée qu'on va se retrouver, qu'on va se retrouver avec une dette gigantesque est une idée fausse que font courir les gens qui défendent l'euro. Et ça n'est pas vrai. J'ai pris les avis des deux meilleurs spécialistes internationaux, un à Boston, l'autre à Londres, sur ces histoires de monnaie internationale. Et il n'y a pas le moindre doute, la monnaie française est émise dans la monnaie qui a cours en France. Un autre auditeur vous interroge, vous dit, vous prenez le retour à l'indépendance de la Banque de France, mais vous ne tenez aucun compte de l'opposition que les Rothschild manifesteront à cet égard. Car en 1973, c'est eux qui ont engagé le gouvernement de Pompidou à supprimer de fait cette indépendance de notre banque nationale. La Banque de France n'était absolument pas indépendante. Elle suivait les ordres qu'on lui donnait. Elle est devenue indépendante un petit peu avec Barre et surtout avec Bérégovoy. Maintenant, cette histoire, je lis de temps en temps. Jean-François Revel, que j'aimais beaucoup, il disait que la théorie du complot, c'était le degré zéro de la pensée politique. Quand je commence à voir des gens qui m'expliquent qu'il y a des gens qui sont dans le fond, là, bien cachés, et qui gèrent le monde pour leur profit,
ça me fait plutôt sourire, parce que ça voudrait dire qu'ils comprennent ce qui se passe. Peut-être que ça veut dire, je ne sais pas si je trahis le propos de l'auditeur, mais que votre banque centrale, si elle n'est pas détenue par l'État, elle est détenue par exemple par des particuliers privés. Je ne sais pas si c'est votre conception. Je pense à la Réserve fédérale à la américaine, où les actionnaires, il me semble, sont des actionnaires privés. Eh bien, certes, on sort de la dépendance vis-à-vis de l'État, du public, de quelques hauts fonctionnaires, mais on rentre peut-être dans une autre dépendance, celle de quelques compagnies financières, comme semble l'être la banque centrale américaine, la banque fédérale américaine. Ce qui avait donné lieu d'ailleurs à des contestations de certains représentants, et notamment Ron Paul, qui demandait à ce qu'il y ait une publication de ses actionnaires, qui ne sont pas tous connus, qu'on ait une publication des rapports, de leurs modalités de travail, parce que là aussi, vous avez certes des gens du privé, mais qui semblent peut-être manœuvrer pour leurs intérêts propres. Alors, je vais dire Est-ce qu'on a une autre solution qu'entre bien sûr. des hauts fonctionnaires et quelques banquiers? Le secteur privé. Je vais dire quelque chose, si vous voulez, c'est que la monnaie, c'est quelque chose qui ne doit être détenu par personne. C'est un bien commun. Et de la même façon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'histoire du jardin public. Donc, la Bundesbank, les Allemands, avaient trouvé la bonne formule. C'est que la monnaie était gérée par une série de gens compétents, qui avaient montré dans leur vie qu'ils étaient compétents. Et c'était un petit peu, si j'ose dire, comme la Cour suprême de la justice aux États-Unis. Ces gars-là étaient responsables de la monnaie, mais ils n'étaient ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public, et ils pouvaient être poursuivis, le cas échéant, sur leurs biens propres, s'ils faisaient des erreurs qui seraient à leur avantage. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on allait chercher. Donc, j'imagine que si vous aviez une Banque de France, où vous aviez des gens qu'on mettait, s'ils n'existent plus, je ne sais pas, comme M. Barr ou des gens comme ça, ils n'auraient pas la moindre doute de l'autonomie, et peut-être se tromperont-ils. Je ne dis pas qu'ils ne se tromperont pas, mais ils ne seront pas ni achetés ni achetables. Donc, c'était autrefois ce qu'était la Bundesbank. C'était une espèce de garant de l'indépendance de la monnaie. Donc il faut monter une structure juridique qui garantisse l'indépendance de la Banque de France contre toute atteinte. Et il ne faut pas que ce soit comme le Conseil constitutionnel en France où les gars sont remplacés tous les 3 ans et sont d'horribles politiques. Il faut que ce soit des gens qui, en quelque sorte, presque s'auto-sélectionnent. Alors le temps file. Et notre prochain invité est déjà dans le studio. Je vais vous lire, et les questions continuent à arriver d'auditeurs, je vais vous les lire toutes, et puis vous répondrez dans la mesure du possible, dans le temps imparti, à certaines ou toutes d'entre elles. Un auditeur nous dit, l'invité, avec sa destruction créatrice, n'est-il pas inspiré par l'hindouisme plus que par le christianisme? Oh, je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous savez, la destruction créatrice, c'est littéralement, vous envoyez une partie dans les évangiles, et le capitalisme, c'est toute la thèse de libéral nommé Jésus que j'ai écrit, vous montrez très bien que, si vous lisez les grandes paraboles, ce que j'essaie de montrer, qu'il y a 2 choses qui ressortent toujours, c'est que celui qui prend des risques dans les évangiles est toujours pardonné, celui qui n'en prend pas est toujours condamné. C'est tout à fait amusant, si vous voulez, la femme adultère, etc., elle est toujours pardonnée, le rentier, il va toujours en enfer, ce qui est tout à fait... et qu'il n'y a pas de responsabilité collective. Il n'y a de responsabilité qu'individuelle. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. C'est-à-dire ce qui l'intéresse, c'est la relation entre lui et vous. Il n'y a pas de responsabilité diluée. La morale collective, ça n'existe pas. Il n'existe qu'une morale individuelle. Il faut que vous conduisiez comme il faut. Jamais le Christ ne dit, va dire à Pierre, Paul et Jacques de faire ça. Il dit, tu fais ça. Et si tu le fais pas, c'est ton problème. Donc, il n'y a pas de responsabilité collective ni de morale collective. C'est les 2 grandes... Donc, le socialisme et l'hindouisme, non. Pensez-vous que le retour à la souveraineté des nations est possible en Europe alors que le maître est celui qui a installé Bruxelles en Amérique? Oh, ça aussi, c'est une thèse, si vous voulez. Moi, c'est une thèse que j'ai beaucoup lue. Il faut voir ce qu'on définit par la souveraineté des nations. La souveraineté des nations, c'est pas la possibilité de se mettre sur la gueule. Moi, si je prends l'exemple de la Suisse, les Suisses sont souverains autant qu'on peut l'être, mais est-ce que vous pouvez me nommer un seul politicien suisse? Oui, Oscar Freisinger.
parce qu'il est venu à Radio Courtoisie. Je l'ai reçu dans mon émission, mais sinon, je ne connais aucun. Mais parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où le peuple vote, il est peu probable que le peuple va voter pour aller se mettre en guerre contre le pays d'à côté. Les Suisses n'ont pas eu de guerre depuis 200 ans. La destruction, c'est la vie. Et vous faites quoi des taxis ayant perdu leur emploi? Comment peuvent-ils vivre? Nous demande un auditeur, de façon un peu... Si vous voulez, c'est tout le problème. Il faut qu'il y ait la création aussi. J'imagine que les chauffeurs de taxi peuvent se reconvertir en chauffeurs de Uber. Mais l'horreur, c'est que l'État français a pris sur lui d'organiser un monopole des taxis. Donc vous avez une plaque de taxi qui coûte la peau des fesses. Et donc les gens comptaient là-dessus pour leur retraite parce qu'ils vont se la revendre. Et c'est donc ce qu'il faut, c'est que d'une certaine façon, il va falloir racheter à ces taxis leur plaque. Normalement, puisqu'on leur a vendu un bien qui ne vaut rien, l'État, c'est un dol. Il faut un petit peu rembourser ces gars-là. Et ensuite, ils se recaseront. Bon, vous savez, j'ai fait 3 ou 4 métiers dans ma vie. Je n'ai pas toujours fait le même. Une auditrice, merci pour cette émission. Je ne comprends pas grand-chose à l'économie, mais j'admire beaucoup votre invité d'être revenu en France. C'est bien aimable. Alors, c'est pas tout à fait fait, ce sera fait à la fin de cette année. Je suis en train de monter tout. Partir de France, c'est facile, mais y rentrer, vous n'imaginez pas les difficultés. C'est effrayant. Chers auditeurs, retour dans le studio, dans le libre journal des idées politiques de Max Lebrun, à l'écoute de Radio Courtoisie. Je recevais donc Charles Gave, qui est toujours avec nous dans le studio et qui va rester d'ailleurs pour le deuxième entretien avec François Biot-de-Lochner. Mais avant de passer la parole à François Biot-de-Lochner, je voudrais signaler une action que vous menez avec l'Institut des Libertés, Charles Gave, qui vise la loi sur le renseignement qui vient d'être votée. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? Dire comment les auditeurs peuvent eux-mêmes agir pour s'opposer à cette loi? Très pratiquement, c'est vite fait. Ils vont sur l'Institut des Libertés. Il y a un petit bouton sur lequel ils peuvent pousser. Et à ce moment-là, en un clic, ils pourront envoyer une lettre à leur sénateur. Parce que vous savez, le système légal en France, ça passe à l'Assemblée, ça passe en deuxième lecture au Sénat. Si le Sénat le refuse, ça repasse à l'Assemblée. Puis ensuite, ça repasse au Sénat. Et ensuite, il y a une espèce de concertation qui se passe. Il faut savoir que cette loi sur les libertés est une abomination totale. Et que tous les États... Sur le renseignement. Sur le renseignement, pardon. Sur l'absence de liberté, j'aurais dû dire. Sur le renseignement. Et que tous les États, depuis les attentats à Wall Street, là, ont pris la décision de servir de ça pour resserrer leur contrôle sur leurs propres citoyens. Pour reprendre l'expression célèbre, Big Brother a été rendu fou par ces trucs-là et que maintenant, nos libertés sont en voie de réduction, mais absolument partout. Et qu'il faut faire très attention, sinon on va se retrouver dans des sociétés une espèce de tyrannie molle et dans lequel on ne pourra plus bouger. Et c'est inacceptable. Donc on se rend sur le site institutdeslibertés.org. On clique sur le bouton et ça va. Et vous choisissez votre sénateur et vous l'envoyez. En quelques pressions, effectivement, sur vos boutons, eh bien vous avez, je l'ai fait moi-même, je l'ai pratiqué. On a les noms des sénateurs qui s'affichent. On choisit un sénateur et tac, la lettre part au sénateur. Voilà. Et c'est fait. Et dans lequel on lui dit tout le mal qu'on pense de cette loi. Charles Gave, merci encore. Merci beaucoup. Et à très bientôt à l'antenne de Radio Courtoisie.